Rebonjour les amis, 24 avril 2026, il est 16h09. Le sujet que je vais aborder à présent est un peu spécial dans le sens où il s'intitule Le synode de l'horreur. Je ne vais pas lire trop vite pour que vous puissiez suivre. Nous sommes en 897 à Rome, la ville qui sert à élire les papes et précisément un nouveau pape vient d'être élu, Étienne VI. Étienne VI a décidé de marquer son pontificat par une idée qui traversera les siècles, faire le procès de son prédécesseur. Alors pour faire le procès d'un défunt, ce n'est pas nouveau, mais faire le procès du cadavre d'un pape, c'était inédit. Il faut avoir le sens du théâtre et de la mise en scène d'Étienne VI avec une deuxième chose, la haine. Parce qu'il y a une chose qui caractérise Étienne VI, c'est la haine qu'il éprouve pour beaucoup de monde, et en particulier pour son prédécesseur, le pape Formose. D'un surnom issu d'un nom en latin qui signifie « celui qui est beau », un qualificatif qu'Étienne VI va s'efforcer de faire mentir. Il va commencer par se diriger dans le mausolée, là où sont enterrés les papes, pour ouvrir son tombeau. Devant les yeux de tout le monde, c'est maintenant le cadavre en putréfaction d'un pape décédé depuis 9 mois qui s'offre à la vue de tous avec une odeur pestilentielle. On le devine. Un premier signe, car si jamais le pape est en pleine décomposition, c'est que précisément, il n'est pas mort en odeur de sainteté, et que c'était un pécheur qui a des choses à se reprocher. Et pour en avoir le cœur net, on va faire précisément son procès. Le pape Étienne prend son cadavre, enfin du moins, c'est pas lui personnellement qui l'a pris, du moins je ne crois pas. Il va l'installer dans une basilique sur une chaise. On le revêt à nouveau de la chape pontificale et de la mitre, et devant lui, on réunit toute l'assemblée des prélats ecclésiastiques, des cardinaux, évêques et archevêques. Et c'est dans un silence de mort que commence le procès cadavérique. C'est quasi un film d'horreur. Petit problème, si le droit doit être respecté, il faut que l'accusé puisse, lui, se défendre, s'exprimer. Mais big problème, le pape Formose est mort. Un diacre est désigné et positionné derrière le cadavre accusé pour faire fonction d'avocat de la défense. Et il suffira d'entendre une voix grave, comme venant d'outre-tombe, qui parlera à la place du pape Formose. Et le tour est joué. Le procès peut alors commencer. La première question claque. Formose, as-tu usurpé, par ambition, le trône de Saint-Pierre? Et dans la pénombre, derrière le cadavre, la voix du défenseur, entre guillemets, répond « parce que j'étais mauvais ». D'entrée, le présumé innocent, dirions-nous à notre époque, plaide coupable. Le ton est donné, et désormais les questions peuvent s'enchaîner les unes après les autres, heure après heure, jour après jour, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun doute possible. La défense, représentée par ce diacre, n'ayant pas convaincu la cour pontificale, c'était un procès arrangé, le pape Formose est bien coupable d'avoir été non seulement un mauvais pape, mais d'avoir usurpé le trône de Pierre, d'avoir été en fait un imposteur, un pape illégitime. Désormais, c'est la procédure de la danse Memoriere. Petite parenthèse, le terme dancio signifie pape en italien et est utilisé pour désigner le chef de l'Église catholique. Formose, qui a été le 111e pape de l'Église catholique, a joué un rôle significatif dans l'histoire de la papauté.
son nom est souvent associé à des événements marquants. Donc, la danse mémoriere s'enclenche. Il faut oublier tout jusqu'au nom, jusqu'aux actes, tout ce qu'a fait ce pape. Et pour montrer sa déchéance maintenant, on le jette, au sens propre du terme, du trône. On lui enlève la myrrhe, on lui ôte la chape pontificale. Dépouillé de son autorité pontificale, c'est nu qu'il s'offre au regard de la cour. Nu ou presque, à un détail près, car il y avait sous ses habits une bure. La bure est un habit de pénitence et d'ascèse qui pouvait peut-être prouver aux yeux de tous que Formose avait été en réalité un homme de pénitence et de prière. Alors pour éviter vite ce qui pourrait passer pour une preuve de piété, on cherche à lui enlever la bure. Le problème, c'est que la chair en pleine décomposition du précédent pape est maintenant attachée à cette bure, et que, voulant la lui retirer, c'est par lambeau entier que la chair se détache du squelette. Ça fait peur à Maryse. Je suis sérieux, les amis. Un frisson d'horreur parcourt l'assemblée, et Étienne VI décide de ne pas enlever la bure. Alors, il se vengera d'une autre façon. Tout simplement en lui coupant les 3 doigts de la main droite. Et c'est désormais avec une pseudo-bure, la chair en pleine décomposition et la main amputée de 3 doigts, qu'Étienne VI renvoie dans une fosse commune le cadavre de cet ancien pape. Mais Étienne VI a peur que se développe sous ce tombeau le culte d'un martyr et des reliques. Alors, il décide de ne pas s'arrêter en si bon chemin. À nouveau, il fait ouvrir le tombeau. Le corps de Formose est exhumé. Il est jeté dans le Tibre pour qu'il soit définitivement oublié. Le Tibre, quelques kilomètres plus loin, rejette hors du fleuve le cadavre de ce pape qui apparaît en songe à un moine. Ce moine le prend dans ses mains pour le porter jusqu'à un lieu de sépulture chrétienne. Devant lui, les statues s'inclinent et le peuple romain réalise ce qui s'est passé. Les émeutes, la rébellion, la révolution parcourent la ville de Rome qui s'empare d'Étienne VI et pour lui faire subir ce qu'il a fait subir à son prédécesseur, on le dépouille de ses vêtements et on l'empoisonne. Son pontificat n'aura duré que 13 mois. Alors, quelle est la morale de cette affaire ? Eh bien, malgré toutes les apparences, il y en a une. Cette morale, c'est du côté de la vie politique qu'il faut la chercher. Quelle était la raison qui a poussé Étienne VI à détester à ce point son prédécesseur ? La réponse est liée aux querelles politiques de la Rome du IXe et Xe siècle. C'est pire encore. Toutes les querelles se règlent à coups de vendetta et de sang. On appelle cela la culture de la haine parce qu'il y avait d'un côté la grande famille romaine, la famille des Spolètes, qui avait défendu Rome contre les invasions sarrasines du IXe siècle, et de l'autre côté il y avait Arnulfe de Carinthie, le lointain descendant de Charlemagne, dont l'empire avait volé en éclats et qui s'était retrouvé engagé dans ces querelles entre les puissants, à tel point que l'espérance d'exercice de la fonction d'un pape à cette époque n'excédait pas 1 an. Plus de la moitié seront empoisonnés à cause de querelles politiques. Formose avait misé sur Arnulfe de Carinthie et Étienne VI avait misé sur la famille des Spolètes. Et c'est pour ce motif qu'il voue une haine viscérale à son prédécesseur. La morale de cette affaire, c'est que, à travers d'épisodes de ce genre, et à la force du poignet, que progressivement la papauté va réussir à retrouver son indépendance et que des conciles qui vont se succéder d'abord pour réhabiliter
la mémoire du pape Formose, qui en réalité était un bon pape et qui avait la réputation d'être un homme de prière et d'ascèse. Les conciles vont s'efforcer, au fil du temps, à avoir des procédures toujours plus strictes pour rendre la papauté plus indépendante des pouvoirs politiques en place. In fine, la papauté, son histoire, sont à la fois plus étranges, plus bizarres et plus cruelles que ce que l'on pourrait imaginer. Et en même temps plus belles, car c'est la seule institution qui a réussi, à ce point-là, à se rendre indépendante des pouvoirs politiques. Alors j'ai trouvé quelques précisions sur Wikipédia. Le pape Formose, prédécesseur d'Étienne VI, donna la couronne d'empereur d'Occident à Arnulf de Carinthie, alors qu'il avait juré son soutien à Lambert de Spolète, chacun représentant une famille et une faction. Peu après, l'empereur désigné et le pape Formose décédèrent. En janvier 897, le pape Étienne VI ordonne, poussé par les Spolettes, l'exhumation du cadavre de Formose qu'il met en accusation devant un synode d'évêques romains, c'est ce que je vous ai lu précédemment. Le cadavre est habillé du costume pontifical et installé sur le siège papal. Son successeur l'accuse de ne pas avoir été évêque de Rome, donc d'avoir été un usurpateur. C'est ce que l'historiographie a appelé le concile cadavérique. Le corps de Formose est dépouillé de ses décorations, amputé des 3 doigts de la main droite, ceux qui servent à bénir, ce n'est pas un hasard, et enfin jeté dans le Tibre. Il contraint également des clercs ordonnés par Formose à se retirer, donc à démissionner. Étienne meurt étranglé au cours d'une émeute populaire à la suite du concile. Il n'a régné qu'1 an et demi. Voilà les amis, ce que je souhaitais vous dire au sujet de ce concile cadavérique. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Ne faites pas de cauchemars. Après avoir écouté ce récit, je vous laisse la caméra, mais pas du cœur. On se retrouvera tout prochainement.